Madame, Monsieur, bonsoir. C'est dimanche et comme tous les dimanches, vous avez rendez-vous avec votre émission Scène de presse. À tout de suite. Salut l'artiste, le professeur Gervais Mendozé s'en est allé vers le Père vendredi dernier des suites de maladie. Directeur général de la CRTV pendant 17 ans, enseignant d'université, agrégé de linguistique française, homme de culture, auteur, compositeur, ancien membre du gouvernement, Serge Atangana-Bissau revisite la vie de l'illustre disparu. Pâques n'a pas produit de miracle, cette fois-ci pour lui. La faim s'était inscrite sur ce frêle corps malade et le professeur Mendozé a perdu cette longue empoignade avec la maladie. Un homme du monde qui aimait les gens, une trop lente et oppressante agonie a, une ultime fois, tenu le pays en haleine via les réseaux sociaux. Mendozé, riche de plusieurs vies et compétences, pluriel par ses casquettes, ne pouvait s'éteindre comme un vulgaire feu sous une cendre quelconque. Docteur d'État en linguistique et stylistique française, 17 ans comme directeur général de la CRTV, le plus long bail à présent, ancien ministre délégué de la communication, le natif d'Otoakam, aux portes de la ville de Samlima, est rarement resté un anonyme dans sa vie. Les entreprises fondent des chorales. La sienne, la si réputée voix du Cénacle, est restée particulière au cœur des Camerounais. La maladie est inscrite dans la vie, surtout quand le poids des ans se fait présent. Le prof en avait 77, mais on aura tout de même scénarisé sa sortie de scène. Cette scène qu'il a occupée au propre, comme par procuration, la forêt illuminée, boule de chagrin, des pièces de théâtre que lycéens et étudiants des arts et lettres ont joué et rejoué. Tazibila célèbre sera aussi devenu le nom dédié aux jeunes et belles femmes des années 90 parce que le prof avait écrit puis monté ce téléfilm au succès pas du tout surfait. De trop d'amour ou de pas assez d'empathie, il s'est retrouvé acteur malgré lui d'un mauvais film de série B. Les ironies d'un sort finalement funeste. Ils avaient certainement oublié que ce n'était qu'un homme fait d'eau et d'os. 208, nous dit-on. L'homme des lettres, le manager, inspiré touche à tout de la télévision et le monument des arts et de la culture, nous a ainsi fait un bien méchant pied de nez en pleine octave de Pâques. On a aimé le choriste, mariologue assumé, auteur-compositeur. On lira maintenant sa prose, un pincement au cœur, bercé par son je m'en vais pour le temps du deuil qui commence. Ça fait mal. Mes frères, je m'en vais, je ferme les yeux à la vie d'ici-bas. Dans
Dans la suite de cette émission, un autre héritage que nous visitons, c'est celui du cardinal Christian Toumi, décédé le 3 avril dernier en pleine semaine pascale à Douala, des suites de maladie à l'âge de 91 ans. Pour parler de cet homme de Dieu, défenseur de la dignité humaine, nous avons sur ce plateau le professeur Jean-Paul Messina, expert de l'Église. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et à ma gauche, Christiane Ga, qui est directeur de publication du quotidien de Guardian Post. Welcome. Thank you very much. It's a pleasure to be here. Je signale que dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons du Covid-19 et de la problématique de l'immunité, sachant que les premières doses de vaccins contre cette maladie destinée au Cameroun sont arrivées ce dimanche. Alors, professeur Jean-Paul Messina, vous êtes enseignant permanent d'histoire et des sciences des religions, secrétaire général académique de l'Université catholique d'Afrique centrale, expert de l'Église, on l'a dit. Mais vous avez surtout eu un lien ecclésial avec le cardinal Christian Toumi, c'est bien cela? Oui, il s'agit bien de cela. J'ai connu le cardinal Christian Toumi depuis les années 90. Je savais déjà, n'est-ce pas, qu'il était recteur du grand séminaire de Bambouy avant d'être nommé évêque de Yagoua en 1979. Et puis de Yagoua, il a été nommé archevêque coadjuteur de Garoua en 1982. Et 2 ans plus tard, il a été confirmé, n'est-ce pas, archevêque de Garoua. Et donc à ce moment-là, je travaillais déjà avec la conférence épiscopale et son parcours, n'est-ce pas, dans le cadre de la célébration du premier centenaire de l'évangélisation, je l'ai suivi de très près. Et quand il a été nommé, n'est-ce pas, archevêque de Douala en 1991, on travaillait déjà ensemble. Voyez, et je pense que j'ai eu le privilège d'être reçu par ce grand homme juste après le grand dialogue national, où nous avons beaucoup parlé du Cameroun, de l'Église et aussi un peu de la politique. Alors justement, lorsqu'on parle du positionnement politique du cardinal Christian Toumi, donc de ses opinions, de ses prises de position, vous dites que toutes ces prises de position découlent de la vision qu'il avait de sa pastorale. Oui, tout cela s'inscrit dans la pastorale. Parce qu'on a parfois l'impression que quand l'Église aborde des chapitres qui concernent la politique, en sachant très bien que, vous savez, aucun pasteur ne peut se désintéresser des conditions de vie morale, des conditions de vie éthique, n'est-ce pas, des fidèles. Donc, c'est toute une vision pastorale, vous voyez, qu'on peut sectorialiser. Il y a la pastorale de sacrement, il y a aussi la pastorale politique. Vous savez aussi qu'il y a la théologie politique. Donc, de ce point de vue, je pense qu'on puisse considérer que Toumi a été cardinal ici, archevêque là-bas, homme politique de l'autre côté. C'était un pasteur, un très grand pasteur. Alors, entre 1985 et 1991, le cardinal Christian Toumi est président de la conférence épiscopale. Et en 1990, la conférence épiscopale, justement, rend publique une lettre pastorale sur la crise que traverse le pays. Et une certaine opinion aime à dire que c'est le point de départ de la méfiance du pouvoir vis-à-vis de cet homme de Dieu. Est-ce votre point de vue, Christiane? Je pense que Christian Cardinal Toumi était un homme qui voulait vraiment voir la démocratie en marche au Cameroun. Ça, pour moi, c'était son but. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on pouvait dire qu'il faisait un peu la politique, mais ce n'était pas pour prendre part à une élection. Pour lui, il voulait un Cameroun qui est bien gouverné, il voulait la démocratie, il voulait qu'on donne la chance à tout le monde pour gouverner ce pays. Je pense qu'on peut comprendre qu'à certaines 1997, pendant la présidentielle 1997, il y avait tout le monde qui croyait que Toumi devait être le candidat de l'opposition. Parce que à ce moment-là, il était trop juste, très côté de Fondi. Mais je me rappelle qu'il avait dit que
Ce n'est pas son... Oui, on va revenir sur cet aspect-là. Je voudrais qu'on s'arrête sur cette lettre. Professeur, vous dites que c'est tout un testament, cette lettre, et que c'est le point de départ de la méfiance, comme je disais tantôt, du pouvoir vis-à-vis du cardinal Christian Toumi. Oui, en 1990, c'était à la fête de la Pentecôte. Lors de la Pentecôte, paraît donc une lettre pastorale. Le cardinal Toumi était président de la conférence épiscopale sur la crise dont souffre le Cameroun. Évidemment, cette lettre était une entrée magistrale de l'Église dans les problèmes, n'est-ce pas, sociopolitiques que connaissait le Cameroun en cette période-là. Nous étions sous ajustement structurel. Les observateurs de l'Église avaient fait remarquer que l'OPAS, le programme d'ajustement structurel, faisait plus de tort que de bien. Donc il était question que les évêques attirent l'attention des gouvernants sur les conséquences malheureuses de ce programme d'ajustement structurel. Et dans la foulée, de plaider pour la démocratie, de plaider, n'est-ce pas, pour que justement les droits de la personne humaine soient reconnus. En même temps, les évêques condamnaient une espèce de censure qui s'abattait, pour ainsi dire, sur un certain nombre d'écrivains ou de journalistes, n'est-ce pas, à l'époque. Alors, ce qu'il faut dire de manière très claire et de manière très précise, c'est que le cardinal n'a jamais cherché le pouvoir politique, n'a jamais cherché. Parce que, d'ailleurs, il mettait les uns et les autres en garde, y compris l'opposition. Il dit, attention, nous n'avons pas droit, n'est-ce pas, de mettre le feu au Cameroun. Il n'est pas question aujourd'hui, n'est-ce pas, de provoquer une guerre civile. Alors, je voudrais justement qu'on s'arrête sur certaines de ces déclarations fortes, notamment les déclarations faites à la presse internationale, pour citer ces exemples-là. Le 12 octobre 1997, dans le journal Libération, à la veille du scrutin, le cardinal Christian Toumi dit ceci: « Je suis sûr que si la présidentielle était organisée dans la transparence, il y aurait un changement radical. J'affirme qu'on se moque de la démocratie. Certains jeunes ne croient plus au changement par la démocratie et se disent prêts à choisir une autre voie. Toutes les conditions sont remplies pour que le pays éclate. » Voilà ce que dit le cardinal Christian Toumi en 1997. C'est quand même une position qui dérange, pour dire le moins. Non, je ne partage pas ce point de vue. Je pense que Toumi était vraiment quelqu'un qui aimait ce pays. Et ce propos-là, c'était juste pour que le pouvoir fasse attention à ce qui pouvait arriver. S'il y avait une élection qui n'était pas transparente, ce n'était pas parce qu'il était en train de soutenir les opposants. C'était juste une manière de... Une mise en garde. Une mise en garde. Oui. Il n'appelait pas à la prise du pouvoir par la rue. Non, je pense que Toumi n'a jamais appelé à la prise de pouvoir par la rue. Voyez, c'était un homme de paix. Oui. Évidemment, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'en réalité, Toumi avait son style. Il disait les choses comme il le ressentait. Il avait un style pas très, j'allais dire, diplomatique. Et de ce point de vue, il fallait éviter de prendre ses propos au premier degré parce que sa culture ne lui permettait pas de faire de contournement pour dire ce qu'il avait à dire. Et certains de ces propos, malheureusement, n'ont pas été bien compris. Alors, une autre déclaration du cardinal Christian Toumi, là, nous sommes le 11 octobre 2004, cette fois-ci, c'est sur les antennes de RFI. La présidentielle du 11 octobre 2004. Selon le rapport que j'ai reçu des observateurs catholiques, il me dit qu'il faut qualifier ces élections, ce scrutin, comme une mascarade électorale. Réaction du professeur Jacques Famdongo, à l'époque ministre de la Communication: l'élection du 11 octobre 2004 n'est une mascarade que dans l'esprit de ceux qui rêvent d'un Cameroun qui se situe aux antipodes de la paix, de l'unité, de la démocratie et du progrès. Ça montre bien que les positions étaient assez tranchées à cette époque. Oui, les positions étaient tranchées. Et vous savez, dans toute l'Afrique, lorsque un prélat tient des propos qui dérangent un peu le gouvernement, et la réaction a toujours été celle-là. Les évêques du Congo viennent de publier une lettre pastorale très sévère là, contre le gouvernement. Eh bien, la réaction a été aussi à la hauteur de ce qu'ils croyaient percevoir comme une attaque. Je précise ici, ce sont des joutes politiques qui se comprennent. Le professeur Jacques Famdongo, n'est-ce pas,
qui est lui-même aussi, n'est-ce pas, un fervent défenseur de la démocratie, je crois qu'il essayait de mettre, pour ainsi dire, de donner le point de vue du RDPC par rapport... Il était ministre de la Communication à l'époque et il parlait justement en tant que ministre de la Communication. Oui, il était ministre de la Communication. Certainement que, bon, cela n'empêche pas de le considérer comme, n'est-ce pas, un ponte, un grand militant du RDPC. Tout à fait. Et donc, de ce point de vue, je trouve que dans sa réaction, n'est-ce pas, il essayait de défendre la position du gouvernement. Alors, oui, allez-y. Je voudrais juste dire que je pense que tout ce que vous venez de nous faire comprendre, de ce que tu m'avais parlé, ça nous a aidés, beaucoup aidé même, à notre démocratie. Parce que quand on a quelqu'un comme Toumi, il était très, très franc quand il parlait, je pense que ça a aidé le gouvernement. Il avait une grande liberté de ton. Oui, ça a aidé le gouvernement à changer beaucoup de choses dans notre démocratie. Bien évidemment. Pour ça, je pense que ces propos nous ont aidés à bien avancer dans notre démocratie. Alors justement, tout à l'heure, Christiane, vous parliez d'une certaine opinion de l'opposition qui avait pensé que le cardinal pourrait être leur porte-voix, qu'il pourrait être le candidat de l'opposition. C'était le 15 août 2011, à quelques mois de la présidentielle. Et le cardinal répond ceci: non, pas du tout, ce n'est pas ma vocation. Je crois qu'il y a des Camerounais relativement jeunes, âgés entre 50 et 60 ans, qui sont capables de diriger ce pays. Je suis pasteur, moi. Voilà ce que répond le cardinal Toumi le 15 août 2011 à ceux qui pensaient qu'il était en course pour le palais d'Etoudi. Oui, je voulais d'abord ajouter quelque chose pour dire que ce n'était pas juste les membres de l'opposition qui croyaient que Toumi pouvait prendre le pouvoir dans ce pays. Je pense qu'à l'époque, il y avait beaucoup de Camerounais qui croyaient que c'est lui qui pouvait aider le Cameroun à sortir dans la crise de démocratie à l'époque. Deuxième chose, il y a des choses que Toumi avait dit. Il a parlé de l'âge. Il avait parlé de l'âge parce qu'il pensait que c'était le moment de donner ce pays à un jeune. Je pense que c'était un message fort au pouvoir. Et bon, c'est vrai que les Camerounais lui pensaient qu'il pouvait être le candidat. Mais il avait fait comprendre que moi, je suis là juste pour qu'on mette les choses dans le bon sens. Je ne parle pas parce que je vais être au pouvoir. Et pour ça, je pense qu'il était vraiment vrai à lui-même. Alors, professeur, est-ce que vous avez le sentiment que le cardinal avait vu derrière cet appel de pied de l'opposition une forme de manipulation? Et vous dites que lorsqu'il sentait qu'on voulait le piéger, il devenait un autre homme. Oui, il faut dire que beaucoup ont voulu manipuler le cardinal. Beaucoup ont cherché à se servir de lui pour des raisons très personnelles. Et le cardinal, a priori, faisait confiance à tout le monde. Mais dans son discernement, lorsqu'il se rendait compte qu'on voulait le manipuler, eh bien, on ne le reconnaissait plus. Parce que c'était un homme d'opinion, c'était un homme de conviction, vous voyez. Il avait sa vision propre. Et autant, n'est-ce pas, il était porté. Et il a bien porté ce combat pour la dignité humaine. C'était réellement le centre, le nœud du combat pastoral qu'il a mené. Mais profitant parfois des abus ou quelques erreurs du gouvernement, certains ont voulu donc se réfugier, trouver chez le cardinal des forces d'appui, n'est-ce pas, pour réaliser un agenda qui n'était pas celui du cardinal, qui n'était pas un agenda pastoral. Et donc alors, à ce moment-là, il devenait véritablement un autre homme. Ouais. Quel est le testament du cardinal Toumi? Que retenir de lui? Qu'est-ce que Charles Ndongo retient de lui? C'est dans ce zooming que nous propose la rédaction. Un missionnaire hors pair, à la fois par son imposante stature physique, sa longévité ecclésiale, le charisme et l'autorité du personnage, son franc-parler quelquefois dérangeant et l'immensité de son œuvre pastorale. Autant de dimensions et bien d'autres que des exégètes attitrés continueront de commenter à l'envi avec certainement plus de pertinence.
Humble témoin des affaires publiques, je n'ai pas manqué d'observer, de suivre, d'écouter, de lire et d'essayer de décoder le message de cette figure de proue de l'Église catholique romaine qui est au Cameroun. Alors, son message testamentaire, me demandez-vous, il se résume, me semble-t-il, dans ces toutes dernières interviews qu'il a accordées à la CRTV, toutes antennes confondues. Christian Cardinal Toumi y développe 3 thèses fondamentales. Première thèse, la foi, l'amour et l'attachement, bref, le patriotisme dû à ce beau pays, le Cameroun, que nous avons en partage. Le cardinal dit et se plaît à répéter qu'il a construit et structuré sa vie, 90 ans accomplis, figurez-vous, autour de ces valeurs clés. Et ces états de service, respectables et incontestables, lui donnent raison a posteriori. Sur ses 55 ans de mission pastorale, il n'en aura passé qu'une quinzaine à peine dans ses régions d'origine, d'expression anglaise. Le reste, ce fut dans la partie dite francophone. Et s'il s'y est parfaitement intégré, c'est parce qu'il s'y était bien préparé, suivant notamment en langue française ses études de théologie et de philosophie. Au passage, il évoque son implication personnelle dans la grande cause de la réunification, fondatrice de la nation camerounaise. Il en conclut logiquement qu'il ne pouvait pas déconstruire ce qu'il a contribué à bâtir. Deuxième thèse, l'importance de l'école. Comme plusieurs d'entre nous, le cardinal n'a pas compris que des revendications, quelles qu'elles soient, en viennent à compromettre l'école. Cette école qui est l'irremplaçable moule de l'éducation et de la socialisation des enfants. Donc, le cadre idéal de préparation de l'avenir, notre destin commun. Jusqu'à son rappel à Dieu le Père, le cardinal n'a pas compris. Parce que c'est incompréhensible que le terrorisme en vienne à violenter les enfants, à les massacrer, comme cela s'est vu notamment à Kumba. Troisième thèse, le rejet de l'intolérance. Sur ce point, le cardinal aura été aussi implacable qu'intarissable. Je me souviens qu'au plus fort de ce qu'on a appelé les années de braise, le cardinal m'avait à moi-même confié ceci. Charles Ndongo, je vous écoute toujours avec attention et intérêt. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce que vous dites, mais je continuerai à prier pour vous. Fin de citation. Belle leçon de tolérance de la part de ce prince de l'Église qui, ces dernières années, trouvait inadmissible qu'une divergence d'opinion conduise à la tragédie humaine qui accourt dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis plus de 4 ans. Sur sa lancée, il confirme un certain nombre de soupçons apparus sur l'action dévastatrice de cette abominable crise. La plupart de ces terroristes sont connus des populations. Nombre d'entre eux ne sont pas camerounais. D'autres veulent sortir de la brousse, mais ont peur, tout simplement. En fin de compte, le cardinal, notre unique cardinal à date, conclut sur une note d'espoir qui n'est pas anodine. Il salue l'initiative du grand dialogue national et reconnaît que des progrès considérables ont été accomplis sur le terrain depuis ce rendez-vous inédit voulu, dessiné et entrepris par le président de la République, Paul Biya. Ces confidences publiques sont lourdes de signification, d'autant plus qu'elles sont, selon toute vraisemblance, les dernières du cardinal et qu'elles sont assorties de la reconnaissance explicite du haut magistère du chef de l'État, dont il finit par apprécier l'action à sa juste valeur. Elles éclairent mieux le parcours et les opinions de cette figure forte et emblématique. Elles relativisent toutes les controverses entretenues autour de cet immense personnage. Elles viennent probablement clore le débat sur cette tentation du pouvoir temporel à laquelle il n'aura finalement pas succombé, si tant est qu'elle ait réellement existé. Enfin, ces ultimes confidences donnent la mesure la plus fidèle de l'héritage vrai de son éminence Christian Cardinal Toumi. Alors Christian, une réaction après ce testament vu par Charles Ndongo, directeur général de la CRTV. Je voulais juste dire qu'il a tout parlé, ce que Toumi était, mais juste pour dire que c'était un homme qui, même jusqu'à son dernier jour, il croyait toujours à l'unité nationale. Tout à fait. Oui, je pense que le directeur général de la CRTV a bien mis en perspective la figure emblématique et le pasteur charismatique
qui était le cardinal Toumi, je dois préciser dans le siège de ce qu'il a dit, que dans sa captivité, vous voyez, il a laissé un récit. Dans sa captivité, il a dit à ses ravisseurs que... Parce que quand vous sortez, pour sortir de la crise, le gouvernement aussi doit donner quelque chose. C'est pour ça qu'il avait demandé qu'on libère tout le monde qui était arrêté pendant cette crise. Ce qui avait été fait. Mais il y a encore les gens en prison. Ce qui avait été fait au moment où il y a encore les gens. Ce qui avait été fait. Oui, je voudrais préciser que Toumi parlait déjà du fédéralisme avant la crise séparatiste. Je crois qu'il lui est arrivé... Et il a continué après la crise. Bon, maintenant, il a explicité son point de vue pendant la crise. Oui, oui. Bon, maintenant, l'amnistie, c'était tout à fait naturel. Il en parlait même déjà avant le grand dialogue. Oui, oui. Dans son projet de conférence générale anglophone, il parlait déjà de cette amnistie et tout naturellement, les grandes causes finissent toujours lorsque les crises sont résolues. Ça finit toujours par des amnisties. Oui. Alors, Charles Ndongo le relevait il y a quelques instants dans son texte. Le cardinal ne comprenait pas que l'on puisse sacrifier l'école, que l'on puisse sacrifier l'éducation pour quelque raison que ce soit. Et lorsque on parcourt, on revisite un peu le CV du cardinal Christian Toumi, on peut y lire qu'il était titulaire d'un certificat obtenu à l'université, d'un certificat universitaire général obtenu de l'éducation obtenu à Londres, titulaire d'un certificat universitaire général de l'éducation, d'une licence en théologie qu'il avait obtenue en France, d'un doctorat en philosophie qu'il avait obtenu à l'université catholique de Fribourg. Voilà, qu'entre 1967 et 1969, il était professeur au petit séminaire du Bishop Rogan College. Et qu'il a fait également des études en sciences de l'éducation, qu'il a été recteur du grand séminaire de Bambui dans l'archidiocèse de Bamenda, mais qu'au moment où il quitte l'archidiocèse de Douala, il laisse une bonne cinquantaine d'écoles primaires et maternelles, 13 collèges et plusieurs dizaines de centres de réinsertion des jeunes. Donc, on comprend que, comme le soulignait si bien Charles Ndongo il y a quelques instants, le cardinal ne pouvait pas accepter qu'on sacrifie l'école, qu'on sacrifie l'éducation comme les séparatistes le souhaitaient. Oui, vous avez oublié de citer... n'est-ce pas, l'université Saint-Jérôme de Douala. Tout à fait, tout à fait. Pour être complet sur ce sujet. L'université catholique Saint-Jérôme de Douala. Cet homme, naturellement, pour nous, c'était un homme vraiment complet, voyez, qui avait une vision suffisamment élaborée et qui savait que l'avenir dépend, il insistait là-dessus, dépend de l'éducation, voyez. Et lorsqu'il a été dans le Grand Nord, vous savez, il a été évêque de Yagua en 79. Il était heurté. Le premier évêque de Yagua. Le premier évêque, premier évêque camerounais de Yagua, n'est-ce pas? Et donc, quand il voyait que les enfants n'allaient pas à l'école, voyez, il était traumatisé. Et je pense, on n'a pas toujours su que la lutte pour les droits de l'homme, le droit à l'école, les droits, n'est-ce pas, à la liberté, parce que à Yagua, le cardinal allait plaider, n'est-ce pas, dans des lamidos où les chrétiens étaient injustement traduits, n'est-ce pas, en justice. Donc, son ministère à Yagua reste déterminant, de mon point de vue, pour ce qui est arrivé de sa création comme cardinal, premier cardinal camerounais. C'est alors qu'il a été ordonné évêque à la basilique Saint-Pierre par le pape Jean-Paul II et c'était le 6 janvier 1980. On va observer une pause dans cette édition de Scène de presse. Nous continuons de parler du cardinal Christian Toumi. Qu'est-ce que la presse a dit de cet homme de Dieu? Réponse dans cette revue de presse de Franck Evina. Le cardinal Christian Toumi à jamais parmi nous. Mutation du 5 avril a rendu hommage au prélat parti pour l'au-delà. C'était dans la
précise l'essentiel. Pour The Guardian Post, le départ du cardinal est perçu comme une rupture de pont entre anglophones et francophones. D'après Intégration de Thierry Ndong, le pays a perdu son point cardinal, car Christian Toumi, c'était une histoire inspirante, une belle leçon de vie. Selon le messager, c'est l'une des plus grandes voix et autorités morales du Cameroun qui s'en est allée. La Voix du Centre voit en lui un apôtre de la paix, un chantre d'un Cameroun nouveau. Défi Actuel reconnaît qu'il luttait notamment pour la démocratie au Cameroun. Rappelé à Dieu en plein Triduum pascal, Tes Promises conclut que l'archevêque émérite de Douala était sûrement juste. Alors dites-nous, professeur, vous qui êtes expert en Église, vous nous disiez, expert de l'Église autant pour moi, vous nous disiez tantôt, Christian l'a soutenu également, que le cardinal n'avait pas sa langue dans sa poche. Comment est-ce qu'il était perçu de l'intérieur? Est-ce que ses pairs avaient le sentiment qu'il roulait pour lui-même et non pour l'Église, qu'il avait une idéologie qui n'était pas celle de l'Église? Je crois que le cardinal était un homme d'Église. Il faut savoir qu'au Cameroun, les évêques discutent beaucoup. C'est pour cela qu'on a créé la conférence épiscopale nationale. Vous voyez, chacun vient avec ses idées, il les confronte, il discute, et au terme de cette discussion, ce qui sort, c'est la voix de l'Église. Et donc, le cardinal, n'est-ce pas, pouvait heurter certains esprits, mais en réalité, le cardinal roulait pour l'Église. Il a roulé toute sa vie pour l'Église. Et on a vu aussi que certaines positions qu'il avait hier ont évolué et ont changé. Donc c'était un homme de dialogue. C'est votre point de vue ou c'est le point de vue de l'Église, le point de vue des évêques en interne? Est-ce qu'il leur arrivait de lui dire deux mots, on va le dire comme ça? C'est davantage mon point de vue, mais je les ai observés. Et je peux dire ici que la fraternité épiscopale a toujours prévalu. Après des échanges parfois très houleux. Ce n'était pas toujours facile. Bon, maintenant... Et qu'en pensait Rome? De ce point de vue, vous savez, quand on est cardinal, première chose, on fait partie du gouvernement central de l'Église. Et deuxième chose, le cardinal a été membre de plusieurs dicastères à Rome. Beaucoup. Je le suivais dans les couloirs parfois. Et donc, il a été dans pratiquement tous les dicastères comme membre. Et donc, de ce point de vue... Il a même pris part au conclave qui a élu le pape Benoît XVI. Absolument. En avril 2005. Il était très proche de Jean-Paul II. Il est d'ailleurs mort le même jour que Jean-Paul II, 3 avril. Et il faut même préciser ici qu'il est mort à la veille de Pâques, dans l'espérance de la résurrection. Donc, vous comprenez, ce sont des symboles, certes, mais le cardinal ne roulait pas pour lui-même. Sinon, il n'aurait pas... Il a renoncé à sa charge, comme il fallait le faire. Et il a laissé quelqu'un d'autre prendre les rênes. À 79 ans. À 79 ans. Vous comprenez que lorsque un homme, n'est-ce pas, un anglophone, qui était en position d'influencer, n'est-ce pas, sa succession, il aurait pu faire venir un autre anglophone. Mais qui l'a remplacé, c'est Monseigneur Samuel Cléda, qui venait du Grand Nord, qui est allé évangéliser. Et donc, vous comprenez que, de ce point de vue, voyez, c'était un homme qui aimait le Cameroun et qui, n'est-ce pas, travaillait naturellement pour le bien-être de tout le monde, pour la dignité humaine, alors, et pour l'Église. Alors, est-ce que dans ce combat pour la dignité humaine et pour la démocratie, est-ce que le cardinal aurait pu commettre des erreurs de stratégie, des erreurs de cible? Bon, de mon point de vue, je pense qu'il avait fait une petite erreur. Pour moi, il devait être candidat à l'élection présidentielle, même juste pour assumer par intérim, pour que les choses pouvaient être bien en place avant qu'il quitte. Parce que en 2004, tous les Camerounais
regardé Toumi comme like their savior. Mais malheureusement, he disappointed so many Cameroonians. Je pense qu'à un moment donné... Une certaine opinion, une certaine partie de... Oui, mais tout le monde croyait qu'il pouvait venir là. Il arrange les choses, même pendant 2-3 ans, avant de quitter le pouvoir. Mais pour moi, je pense qu'à refuser, c'est la paix du peuple camerounais. Pour moi, c'est... That is where I think he... Alors maintenant, il faut savoir si c'était l'appel du peuple camerounais. Je vous repose la même question, professeur. Vous voulez d'abord réagir à ce qu'a dit Christian. Oui, je voudrais dire que ce n'était pas une erreur. Parce qu'un prélat ne peut pas être candidat, n'est-ce pas, à la présidence de la République sans l'autorisation de Rome. Est-ce qu'il avait demandé? D'ailleurs, lui-même n'en voulait pas, pour dire la vérité. Son rôle, mais il pouvait faire pour l'intérêt du pays. Pour l'intérêt de quel pays? Pour l'intérêt de quel pays? Il était pasteur et son rôle était éminemment pastoral. Peut-être, de mon point de vue, et d'ailleurs, il a reconnu. Il a reconnu qu'il faisait des erreurs. Que tu avais dit au début de ce programme que dans l'Église, les hommes de Dieu pouvaient faire la politique. Tu avais dit ça ici? Oui, c'est-à-dire que les hommes de Dieu, comme on les appelle, sont des citoyens. Oui. Ils ont des opinions politiques. Ils ont le droit de vote. Oui. Ils ont aussi une vision politique. Oui. Mais ils restent fondamentalement pasteurs. Oui. Parce que, et comme pasteur, il doit questionner la société, questionner le gouvernement. Il faut comprendre que, bon, on dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais on ne va pas oublier que c'est Dieu qui a créé César et que César a des comptes à rendre à Dieu, de ce point de vue. On ne peut pas oublier ça. Et donc, tout est organisé dans l'Église. Un prêtre ne peut pas être candidat à une élection quelconque sans l'autorisation de son supérieur ou de son évêque. Un évêque ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle si Rome ne le soutient pas. Il peut l'être à titre personnel. Et dans ce cas, n'est-ce pas, il y a comme une rupture avec l'Église. Donc, moi, je crois que c'est quelqu'un qui a tellement aimé l'Église, qui a été tellement discipliné, qui a respecté, n'est-ce pas, le point de vue de l'Église, et il ne pouvait donc pas se permettre de prendre la décision d'être candidat à l'élection. Et j'ajoute une chose, parce que quand on parle, l'erreur, peut-être, j'ai discuté avec lui, il me dit oui, il m'est arrivé de commettre des erreurs. Mais ce que moi, j'ai souvent reproché à certains de nos prélats, c'est qu'ils dénoncent sans avoir annoncé. Parce que l'Évangile veut qu'on annonce. On annonce la parole de Dieu, à temps et à contre-temps, aux gouvernants comme aux simples citoyens. Mais souvent, n'est-ce pas, l'évangélisation de nos décideurs politiques, de nos opérateurs économiques est délaissée, n'est-ce pas? Et lorsque ces hommes sont avec les prélats, ils pensent que leur position sociale doit l'emporter, n'est-ce pas, sur cette disposition, sur leur statut de chrétien. Tout le monde est chrétien et on doit se soumettre, n'est-ce pas, à la vie chrétienne. Donc, l'évangélisation des décideurs, des opérateurs est encore à faire. Oui, et c'est une affaire de courage. Je crois, s'il vous plaît. Allez-y. Et il y a une question que le prof n'a pas répondu. Les erreurs politiques de Toumi. On n'a pas parlé d'erreurs politiques. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce que vous pensez qu'il a commis quelques erreurs? Pour moi, ce n'était pas non politique. Des erreurs de stratégie ou des erreurs de cible? Pour moi, Toumi n'était pas non politique, il était un pasteur. Et je reste dans cette position-là. Et comme pasteur, je dis bien, vous voyez, c'est, au niveau national. D'abord, il faut reconnaître qu'à un moment, on ne l'a pas beaucoup aidé. On l'a induit en erreur. Les gens venaient à lui pour des positions personnelles et non pas pour les besoins de l'évangélisation. Et il a essayé de suivre certaines de ces personnes au point qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que ce n'était pas là la bonne voie. Et beaucoup de ceux qui le suivaient, il les a déçus par la suite. Je ne veux pas donner des noms. Et donc, je crois qu'il était aussi un homme, voyez, auréolé de son statut de pasteur, bien sûr, mais un homme qui était susceptible de faire des erreurs de stratégie, mais il ne pensait pas l'erreur. Alors, je voudrais que nous terminions
par là. Vous nous avez dit, quand nous préparions cette émission, professeur, que vous avez échangé avec le cardinal il y a 6 mois et que il était devenu un autre homme qui s'était rendu compte que ses ennemis n'étaient pas toujours sincère. Non, ce qu'il croyait être. Ce qu'il croyait être, oui. Et je pense que le directeur général Charles Ndongo, le directeur général de la CRTV, a également affirmé tout à l'heure dans son texte qu'avait découvert le cardinal. Vous ne me voyez pas en train de le dire ici, n'est-ce pas? Vous allez quand même nous faire quelques confidences. Ce n'est pas possible. Mais il a découvert que des hommes qu'il a aidés, n'est-ce pas, au dernier moment, ont essayé de lui mettre, comme on dit au Cameroun, les bâtons dans les roues. Et donc, de ce point de vue, vous voyez bien qu'il s'est ravisé. Et c'était un homme qui fréquentait maintenant beaucoup d'autres Camerounais qui n'étaient pas toujours en odeur de sainteté auprès de lui, parce que certains venaient, n'est-ce pas, raconter des histoires au cardinal par rapport à leurs ennemis. Les ennemis des hommes politiques ou de certains citoyens de la nation proche du cardinal ne sont pas les ennemis du cardinal. Le cardinal, n'est-ce pas, était le cardinal de tous les Camerounais. Oui. Et j'ajoute pour terminer que c'était un homme qui a passé toute sa vie à la recherche de la vérité. Ça n'a pas été facile pour lui, parce que la vérité n'est pas facile à découvrir. Mais il a eu des parcelles de vérité qui lui ont fait comprendre que, n'est-ce pas, ce qui hier, n'est-ce pas, passait pour être de mauvais citoyens, de mauvais chrétiens, ne l'étaient pas en réalité. Alors, je voudrais qu'on termine par là, Christian, je voudrais que vous réagissiez sur cette autre disparition d'un monument de l'histoire du Cameroun, la disparition du doyen du Sénat, Fon Victor Moukete, cette semaine à l'âge de 103 ans. C'est également un grand bâtisseur que le Cameroun a perdu cette semaine. Oui, je pense que c'est vrai qu'elle était vraiment bien âgée, mais personne ne la voit partir si tôt, je peux dire ça, parce qu'elle était encore très fort. C'était un homme qui... he was a veritable statesman, qui croyait aussi, comme Toumi, à la unité nationale. Et c'est un grand-père pour le Cameroun et surtout pour les anglophones, parce que il avait beaucoup aidé le pays, le gouvernement. Il était une voix qu'il était contre les séparatistes, mais et aussi il voulait que le pays rende justice aux anglophones. Professeur? Oui, c'était un patriote de mon point de vue. Et je pense que des hommes comme ceux-là, nous en avons besoin. Et je voudrais que si nous voulons véritablement honorer la mémoire de ces grands hommes, n'est-ce pas, qui nous quittent, Chief Moukete, le cardinal Toumi, que si nous voulons vraiment valoriser leur héritage, c'est de travailler pour l'unité et la fraternité de ce pays, je pense. Il ne faut pas oublier la justice. Cela se fait précisément dans la justice. Parce qu'on ne peut pas parler de l'unité nationale sans parler de justice. Cela, oui, cela va de soi. Vous avez raison. C'est noté, nous marquons notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse. Qu'est-ce que nos confrères de la presse écrite ont dit sur le Covid, sont écrits sur le Covid cette semaine? Réponse dans cette revue de presse de Franck Evina. Covid-19, l'option vaccinale met tout le monde d'accord. Dans Cameroun Tribune du 7 avril, l'audience accordée par le Premier ministre chef du gouvernement au président des ordres des médecins et des pharmaciens. Le jour du 8 avril a d'ailleurs annoncé l'arrivée ce dimanche de 200 000 doses d'un vaccin chinois. Le gouvernement s'apprête donc à lancer la vaccination comme l'indique l'œil du Sahel. Entre-temps, l'audit des fonds Covid-19 se poursuit. Un Covid-gate est à venir, d'après la nouvelle expression qui affirme qu'en sollicitant successivement 3 institutions pour faire la lumière sur la gestion de la pandémie, il y a du feu dans la maison.
Mutation aussi annonce une vague de fonds, notamment autour des 180 milliards de francs CFA octroyés par le FMI, qui, selon Le Jour, a d'ailleurs imposé cet audit. La revue de presse était sur la scène. Le Covid-19 existe. Il tue, il fait des ravages au sein des familles. Je l'ai eu, je sais de quoi je parle. Vous également, vous pouvez l'avoir. Un seul geste, facile à adopter, facile à faire. Porter son masque, comme je le fais, aussi simplement. Retour sur le plateau de scène de presse et nous parlons justement du Covid-19. Les premières doses de vaccin destinées au Cameroun sont arrivées ce dimanche. Il s'agit d'un vaccin chinois Sinopharm. 200 000 doses réceptionnées donc au Cameroun ce dimanche. Nous allons parler de ce vaccin, mais nous allons parler de manière générale de l'immunité. Et pour en parler, j'ai à ma droite le docteur Joseph Fokam, qui est virologue au Centre international Chantal Biya, laboratoire agréé Covid-19 et membre de l'unité laboratoire du COUPS. Bonsoir et bienvenue, docteur. Bonsoir, Lucrèce. Et à ma gauche, Saint-Merlin Yudom, qui est journaliste, mais qui est par ailleurs président de l'Association des victimes du Covid-19. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Lucrèce, et merci de m'avoir invité. Alors, docteur, je voudrais que nous commencions par une chose, on va dire, simple, ou par le début, c'est les tests. De plus en plus, on parle de faux tests positifs, de faux tests négatifs. On a envie de savoir qu'est-ce qui se passe, comment savoir si les résultats qu'on nous donne sont fiables. Effectivement, Lucrèce, cette question tombe à point nommé parce qu'au Cameroun, nous, on a pu, au niveau du COUPS, diffuser la stratégie nationale pour le dépistage de la COVID-19 au Cameroun. Et ceci pourquoi? Parce que même au niveau de l'OMS, on définit 3 différents types de tests pour la COVID-19. Le premier, c'est le test PCR, qui est le test moléculaire, le test de référence, le plus recommandé. Le second, c'est le test rapide antigène, qui cible la protéine du virus, qui est le second test facile à utiliser. Et le troisième, c'est le test d'anticorps, qui n'est pas un test recommandé pour le diagnostic du Covid-19, mais pour voir si un individu avait été exposé à ce virus ou pas. Et donc, au niveau de l'OMS, dans ces 3 tests, il y a donc 2 qui sont fortement recommandés pour le diagnostic du Covid-19. Et au Cameroun, on a mis en place ces 2 différents tests pour le diagnostic du Covid-19. Et donc, votre question, justement, fait référence à quel est le degré de fiabilité de ces tests dans notre contexte. Le Cameroun ayant donc adopté ces 2 différents tests qui sont fortement recommandés par l'OMS et la FDA et aussi la Africa CDC, a mis en place les tests PCR. Et ces tests PCR ont une efficience de 95%. Cela voudrait dire que lorsque le test PCR, même pour une personne qui a une charge virale faible, le test PCR a 95% de chances de détecter le virus. Et par conséquent, nous n'avons pas de faux positifs. On peut avoir un négatif parce que la charge virale, elle est extrêmement basse. Et dans la plupart des cas, il s'agit des personnes qui sont en phase de guérison, la plupart des cas. Et donc, par conséquent, c'est moins préoccupant pour la clinique. Donc, les faux tests pour un test PCR au Cameroun n'existent pas. Deuxièmement aussi, on a à côté des tests PCR qui sont des tests de référence dans des laboratoires agréés comme le nôtre et plusieurs autres laboratoires. Au Cameroun, on en a 17 laboratoires qui font dans les tests de PCR. On a à côté de ces tests de PCR des tests de diagnostic rapide antigène qui sont des tests faciles à utiliser. En 15 minutes ou plus, on a les résultats. Alors justement, parlons de ces tests antigènes. Professeur docteur test rapide, de plus en plus, une certaine opinion croit que ce sont des tests qui ne sont pas fiables. On a vu dans certaines entreprises, lorsque un malade
revient prendre les services après avoir été testé positif, le chef d'entreprise exige un test PCR parce qu'il ne croit pas aux résultats donnés par le test rapide. Justement, c'est une question qui nous revient au quotidien à plusieurs reprises. Et il faut déjà dire que le test rapide antigène est un test qui a une sensibilité d'au moins 80%. Et donc, cela voudrait dire que pour des personnes qui ont une charge virale élevée veut dire que c'est des personnes qui ont un grand risque de transmettre la maladie en communauté. Charge virale élevée aussi veut dire que c'est des personnes qui ont aussi un grand risque de faire la maladie, les formes sévères et les formes graves. Ces personnes-là sont détectées de façon fiable par le test rapide. Et le test rapide est disponible dans tous les districts de santé du Cameroun. Et cela nous aide beaucoup à trier en communauté ceux qui sont à risque de transmettre la maladie, à trier en communauté ceux qui sont à risque de faire propager le virus. Et donc, par conséquent, nous aide drastiquement dans le contrôle de l'épidémie au Cameroun. Maintenant, parlant donc des entreprises, justement, nous, au Cameroun, on a mis en place un système par lequel, dès que tu as été testé positif, environ 14 jours par la suite, tu devais faire un test de contrôle qui permet que tu sortes du confinement ou pas, selon le résultat. Et donc, au Cameroun, c'est vrai, il est fortement recommandé de faire un test de diagnostic avant de retourner en entreprise. Mais déjà, si le test antigène est négatif, alors ça voudrait dire que la charge virale a fortement baissé ou le virus n'y est même plus. Voilà un peu les deux conditions. Samerlin. Alors, moi, je voudrais dire bonsoir au docteur. Sur cette question de test, il nous est régulièrement revenu au niveau de l'association des plaintes, notamment celle dont faisait allusion Lucrèce. Et la question que l'on se pose est celle de savoir à quoi ça sert d'avoir sur le marché, de continuer à laisser sur le marché des tests de détection rapide, sachant que c'est des tests qui seront rejetés notamment par les entreprises, comme elle le disait. Et puis, n'est-il pas possible, puisque vous dites que les tests de détection rapide peuvent montrer des négatifs si la charge virale est basse, n'existe-t-il pas des tests qui peuvent donner des résultats quantitatifs? Bon, justement, il faudrait qu'on essaye de clarifier la situation. Parce que là, si au Cameroun, nous avons les tests rapides, ce sont des tests rapides antigènes. Donc des tests qui recherchent directement la protéine du virus. Contrairement aux tests anticorps, qui sont des tests rapides, que Lucrèce, on a vu dans certaines structures privées confessionnelles utiliser des tests rapides anticorps pour rechercher la COVID-19. Et c'est d'où vient la grosse confusion. Nous voudrions qu'au niveau du Cameroun, même si on est dans le confessionnel, qu'on arrête de faire des tests rapides anticorps pour le diagnostic. C'est là où se situe le problème. C'est là où se situe le nœud du problème. Et pourquoi? Parce qu'il y a de cela 2 samedis, mon laboratoire était de garde pour la région de Yaoundé. J'ai reçu 2 personnes qui ont été testées positives aux tests rapides anticorps et je leur ai fait les PCR, ces 2 étaient négatifs. Et c'est la question fondamentale au niveau du terrain. On devrait comprendre que lorsqu'on parle de tests rapides, dans ces tests rapides, il y a le test rapide antigène qui est ce test fortement recommandé, même par l'OMS, parce que cela recherche directement la protéine du virus. Mais à côté de ça, il y a ce test anticorps qui n'est pas un test destiné pour le diagnostic. Et c'est donc ce test qui est utilisé, je dis bien, dans les structures privées, donnant des résultats positifs à l'anticorps qui ne voudrait pas forcément des positifs à l'infection. Je prolonge ma question. La difficulté pour les patients aujourd'hui, c'est qu'ils sont obligés de payer plusieurs fois. Vous évoquez les centres des organisations confessionnelles. Vous avez des gens qui sont testés, qui ont des résultats parfois positifs. Quand ils se présentent auprès de ces centres-là, on leur exige des très grandes sommes pour pouvoir accéder aux médicaments. Est-ce qu'au niveau de la coordination de la stratégie, ces questions-là ne sont pas adressées pour éviter que les gens soient obligés de payer 2, 3, voire 4 fois pour un test, parce que pour certaines structures, le résultat qu'ils présentent n'est pas fiable? Justement, ça c'est la question que nous rencontrons aussi sur le plan programmatique au niveau du terrain. Et déjà, il faudrait dire d'entrée de jeu que si au Cameroun, on vous demande de payer pour le test de la COVID-19, sachez que vous faites face à un cas d'escroquerie. Au Cameroun, le test de la COVID-19, il est gratuit. Que ce soit le test PCR,
que ce soit le test rapide. On peut encore faire un débat sur le délai du rendu des résultats, mais pas sur le paiement. Et je dis, nous le vivons au quotidien. Il s'agit certainement des cas de confessionnels qui peut-être Docteur Fokam, demandent de est-ce faire que des vous savez que les Camerounais vous écoutent? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que les Camerounais vous écoutent et qu'ils savent exactement combien ils dépensent pour se faire jusqu'à tester? 12 000 francs. Justement, je suis d'accord pour 12 000 francs. Je suis également d'accord pour 6 000 francs parce que ces personnes qui sont venues à mon laboratoire, ayant un résultat dont ils doutent, venaient justement de ces centres privés où on les fait payer. Il n'y a pas de centre public à l'heure actuelle au Cameroun où nous payons pour un test de Covid-19. Qu'il s'agisse de la PCR ou bien du test rapide antigène. Et c'est la raison pour laquelle actuellement au Cameroun, les tests rapides antigènes, on en a déjà fait plus d'1 million de tests. Donc ça veut dire près de 36 pour 1000 habitants. Pour les tests PCR, on en a fait plus de 250 000 tests. Docteur, je voudrais que nous revenions sur la fiabilité des tests. Et je vais vous donner un cas pratique que nous avons connu dans notre entourage. Un monsieur âgé de 77 ans a été testé négatif lorsqu'il a fait le test antigène, donc test rapide, positif au PCR, mis sous traitement pendant 2 semaines, avec tout ce que cela comporte, traitement de première ligne et même un peu plus poussé, test négatif au PCR 2 semaines après, mais 12 jours après avoir pris le traitement, il présente de nouveaux symptômes. Toux, fatigue et puis scanner des poumons atteint à 20%. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce genre de cas, on va dire qu'il s'est passé quoi? Et ça, c'était bien les tests PCR. Oui, justement, ça, c'est des cas cliniques que également nous rencontrons, même si ce n'est pas généralement la majorité des cas. Et je vais vous donner aussi un cas simple que j'ai rencontré hier soir, avant de partir du laboratoire. On a un individu qui avait été testé positif à la PCR précédemment, testé négatif par la suite, naturellement, il est guéri. Mais 1 mois après, hier, il nous revient au laboratoire encore avec une PCR positive et surtout avec une charge virale élevée. Parce qu'il faut dire que le test PCR est un test qualitatif, qui est positif ou négatif. Mais nous, à l'intérieur de l'appareil, on peut savoir si la charge est élevée ou si elle est basse. Et ce qui explique aussi les raisons pour lesquelles je peux être testé aujourd'hui positif et 2 jours plus tard, je suis testé négatif. Donc, pour donc revenir au cas dont vous faites justement allusion actuellement, il s'agit donc d'un individu qui avait été testé négatif au test rapide antigène et testé positif à la PCR, justement parce qu'en ce moment, il avait une charge virale extrêmement basse. Charge virale extrêmement basse, le test rapide antigène peut être négatif. Et on prend en compte ces cas. Donc nous disons, si tu as un test rapide négatif et que tu es un cas suspect, ça veut dire que tu as des symptômes liés à la Covid-19 ou tu as été un contact à haut risque. Nous ne nous limitons pas au test rapide antigène, nous continuons par la PCR. Cela a été le cas de ce monsieur de 70 ans qui est déjà un facteur de risque. 77 ans. 77 ans, voilà. Donc, qui est déjà un facteur de risque à la maladie, à Covid-19. Et donc, par conséquent, la PCR a été justement faite pour lui, pour éviter qu'on ne perde ce cas de faible charge virale. Et la faible charge virale arrive aussi lorsqu'on est en tout début d'infection. On sait que la période d'incubation de la Covid-19 va de 2 à 14 jours, avec une moyenne de 5 jours. Donc, certainement, il a été testé précocement, ce qui est une très bonne chose, qui a permis qu'on puisse le suivre et se rendre compte que par la suite, 1 semaine ou bien 10 jours après, il est déjà rentré dans la phase même d'évolution de la maladie. Et certainement, j'imagine, il a été bien pris en charge. Donc, voilà pourquoi est-ce que nous demandons un contexte camerounais. Donc, le problème qui se pose dans ce cas précis, c'est qu'il a donc pris le traitement pendant 14 jours. Il a refait le test PCR qui était négatif et alors qu'il croyait qu'il était guéri, 12 jours après, il fait de nouveaux symptômes, il fait un scanner des poumons et on se rend compte que ses poumons sont atteints à 20%. Voilà, je vais donc dire que sur le plan technique, c'est parfois l'exception qui permet de confirmer la règle. Et je vais donc m'expliquer pourquoi. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer un test négatif. PCR d'ailleurs. Un, c'est la nature du prélèvement. Il faudrait qu'on rentre investiguer est-ce que le prélèvement a été fait de manière adéquate. Ça, c'est d'un. Et que j'ai même envie qu'on essaie d'exclure ce paramètre. Parce que là, c'est une raison technique. J'imagine que cela a été pris en compte.
Le deuxième facteur qui est aussi important, c'est justement la cinétique du virus. Chez une personne qui est infectée, il existe des fois où le virus fait une réplication dans la voie respiratoire basse. Il n'arrive pas à la voie respiratoire haute. Et par conséquent, durant ce moment précis, si on fait un prélèvement, on peut échapper au virus. Et donc, par la suite, lorsque la réplication du virus remonte dans la voie respiratoire haute, alors là, on peut le détecter. Et c'est la raison pour laquelle nous disons au Cameroun que si vous avez reçu un test Covid négatif, c'est une personne qui a été précédemment positive et cas suspect. En cas de tout signe, il revient de confirmer avec un second test de PCR pour être sûr que le virus réellement a été éliminé. C'est noté. On va marquer un arrêt dans cette édition de scène de presse pour écouter un autre avis justement concernant ces tests sur le Covid, ces tests qui sont faux, ou tantôt positif, tantôt négatif. C'est le docteur Yves-Martin Aranda-Siga qui est en focus dans cette édition de scène de presse. On a donc mis en place des tests antigéniques rapides, qu'on appelle les tests dépistage rapides, et on a les résultats au bout de quelques heures. Lorsque le test est positif, il y a 100%, quasiment 99,9% de chances que vous ayez contracté le virus, plus spécifiquement que la maladie. Parce qu'on peut avoir un test positif et ne pas faire la maladie. Tout simplement parce que votre organisme va bien se défendre contre le virus. Par contre, lorsqu'on a un test négatif, plusieurs cas se posent. Le premier, c'est la sensibilité de ce test, dans la mesure où le prélèvement peut ne pas avoir trouvé le virus dans votre espace nasopharyngé. Donc le test peut être négatif, alors qu'en réalité, vous avez le virus, mais le prélèvement n'a pas touché le virus. Cela arrive dans 1/3 à 1/4 des cas. Ce qui sera important à ce moment-là, c'est le contexte dans lequel vous avez fait le virus. Est-ce que vous aviez des symptômes? Est-ce que vous étiez fatigué? Est-ce que vous avez perdu l'odorat? Est-ce que vous avez mal au ventre? Lorsqu'un test est négatif, il est interprété en fonction des symptômes que vous avez. Il faut le recontrôler avec un autre test, mais ne pas dire « mon test est négatif, donc je n'ai pas la maladie ». Pour résumer, lorsque votre test est positif, vous avez contracté le virus. Si vous avez des symptômes, alors vous faites la maladie, soit une forme bénigne, soit une forme sévère. Lorsque le test est négatif, si vous n'avez aucun symptôme, vous pouvez penser que vous n'avez pas contracté le virus ou que si vous l'avez, vous ne ferez pas la maladie. Dans tous les cas, qu'on soit positif ou qu'on soit négatif, on continue scrupuleusement de respecter les mesures barrières et les mesures de distanciation. Comme j'imagine que vous êtes en accord avec votre confrère. Oui, vraiment en accord avec lui. On ne s'est pas concerté, mais vraiment, je crois qu'on dit la même chose. Alors, je voudrais maintenant que nous parlions des cas de recontamination. Quels sont les sujets qui sont exposés à la recontamination? Oui, justement, il faudrait dire que la recontamination ou bien la réinfection par la COVID-19 est avérée. Elle est possible. Au Cameroun, j'en ai déjà vu plus de 50 cas de personnes qui reviennent avec des deuxièmes PCR positifs après plus de 3 mois d'infection. Et je voudrais dire que dans la première vague, on voyait surtout des personnes en âge avancé. On voyait aussi des cas de personnes qui avaient des comorbidités. Mais durant cette deuxième vague, même les jeunes de 15 ans, 25 ans, 30 ans, j'en trouve aujourd'hui qui sont à la deuxième infection. Pas beaucoup. Mais je dirais aussi que peut-être parce qu'on ne teste pas aussi assez, qu'on ne pourrait pas dire si c'est pas beaucoup ou si c'est peu. Mais c'est possible. Jusqu'à hier, comme je dis, j'ai eu un cas, juste un écart de 2 mois, il s'est réinfecté. Et on ne sait pas si c'est une infection ou c'est une réactivation du même virus. Mais toujours. Alors justement, on parlait de réactivation du même virus. C'est la question que je voudrais vous poser. Lorsqu'on est à nouveau infecté, est-ce que c'est le même virus? Est-ce que c'est un variant? Il s'agit de quoi? Dans la plupart des cas où on a pu faire des évidences, il s'agit d'un virus différent, d'une source différente. Alors docteur, sur cette question, vous avez peut-être évoqué un cas que vous avez suivi. Par contre, les questions de réinfection, est-ce qu'elles ne sont pas liées aux problèmes de suivi? Parce qu'ils sont nombreux aussi, les patients qui se plaignent de ce qu'ils sont testés,
mais ils ne sont pas suivis. On ne leur propose rien. D'ailleurs, c'est pour cette raison que la plupart font recours à d'autres formes de traitement et se retrouvent face à ce qui leur est proposé dans les centres confessionnels notamment. Oui, là aussi, c'est aussi une question sur laquelle nous voudrons nous rassurer que la communication sur la Covid-19, elle est vraiment bien faite. Et pourquoi? Parce que lorsque vous appelez le 15-19, même juste avec un ou deux symptômes liés à la maladie, naturellement, on vous oriente, vers le testing. Si le testing est positif, nous avons un protocole national standard que même dans les réseaux sociaux, on en a diffusé. Pourquoi? Parce qu'on a voulu éviter que les gens se propagent peut-être vers des voies moins indiquées. C'est la raison pour laquelle je dis aujourd'hui qu'au Cameroun, c'est vrai, on a encore un taux de 1,5% de létalité, qui est un des taux les plus bas dans les pays africains, où le taux est à 2,7% globalement. Et donc, au Cameroun, on est tombé d'accord qu'il y a des médicaments conventionnels qui aident de manière efficace à traiter la Covid-19. Alors, si on parle de recontamination, on va revenir à vous dans quelques instants. Lorsqu'on parle on pose la question de la recontamination ou de la réinfection, il y a derrière la question de l'immunité qui est la question centrale de cet échange. Alors, est-ce que cette immunité est réelle? Alors, si elle existe, c'est pour combien de temps? Vous parlez tantôt de quelqu'un qui s'est réinfecté ou qui a été réinfecté un mois après. Oui, justement, Lucrèce, je dis, c'est une question sur laquelle on est obligé de revenir encore peut-être dans d'autres plateaux. Pourquoi? Parce que la Covid-19 est une maladie nouvelle, on la découvre de jour en jour. Alors, durant la première vague de l'épidémie, on savait qu'un individu qui est infecté, 3 mois par la suite, il a près de 90% de perte de ses anticorps. Là, c'était durant la première vague où on avait la souche d'origine de la Covid-19. Et donc, avec le temps, nous nous rendons compte qu'avec l'avènement aussi des vaccins qui permettent aussi d'immuniser sur le plan artificiel, on s'est rendu compte que l'immunité, qu'il soit naturelle ou artificielle, pour l'instant, peut protéger au maximum jusqu'à 6 mois. Ça, c'est avéré pour l'instant. L'immunité peut protéger jusqu'à 6 mois au maximum. Après 6 mois, on a encore besoin de temps pour explorer. Et bien, on imagine que ça peut aller un peu plus au-delà. Alors, avant d'évoquer l'immunité, on a parlé du pic. Aujourd'hui, on voit quand même la courbe qui est croissante, qui est très forte. On caracole aujourd'hui les plus de 600 cas positifs par semaine. Est-ce qu'on a atteint le pic pour envisager peut-être cette immunité au cas où le grand nombre a fait la maladie et a développé l'immunité collective, justement? Oui, justement, je dis, encore, c'est un débat sur lequel on va vraiment élaborer. Mais je peux déjà donner une idée de ce que nous, on a observé au Cameroun. Au Cameroun, durant la première vague, on a eu 2028 cas, durant la vague 1. À la vague 2, nous sommes à presque 6000 cas. Donc, on a triplé le nombre de cas positifs. Donc, juste pour dire que le phénomène d'immunité collective n'est pas déjà une notion qui pourrait nous aider à l'instant à protéger la communauté. Ça, c'est pas vrai. Et aussi, nous craignons que les pays développés qui mettent en place la couverture vaccinale prennent de l'avant en termes de contrôle de l'épidémie. Pourquoi? Parce que le plus on a les nouveaux cas, le plus on court le risque d'avoir de nouveaux variants dans notre contexte. Et on craint que la problématique des variants de la Covid-19 devienne un problème africain. Et pourquoi? Parce que plus on aura les variants, plus ils vont échapper à l'immunité et plus on pourrait avoir des formes graves et des formes sévères. En d'autres termes, docteur, moins on vaccine, plus le virus se réplique et donc peut déboucher sur de nouveaux variants et ça pose donc la problématique de la vaccination qui devient à ce moment-là nécessaire. Est-ce que c'est bien cela? Justement, juste pour l'expliquer aussi en langage simple, moins on vaccine, plus le virus continuera à circuler et plus le virus circule, plus il se réplique et plus il se réplique, on aura de nouveaux variants et qui poseraient des problèmes sérieux pour le contrôle de l'épidémie. Donc, il faut vacciner. Donc, il faut vacciner. Le vaccin est une arme très efficace contre une pandémie comme la Covid-19. Pourquoi? Et pourquoi, comme je l'ai dit tantôt, on a aussi démontré que les mesures barrières qu'on a mises en place jusqu'ici, ce sont aussi des méthodes de prévention, mais non pharmaceutiques. Le lavage des mains, la distanciation physique, le port du masque. C'est vrai, elles contribuent aussi à la lutte contre la pandémie, mais il faudrait mettre à côté de ces mesures barrières la prévention biomédicale
qui, sur le plan physiologique, aide le système immunitaire à se booster davantage au cas où je m'exposerais, dû au non-respect de ces mesures barrières antérieures, j'aurais moins de risques soit de faire l'infection ou j'aurais moins de risques de faire une forme grave. Alors, le vaccin, il est là. Désormais, on a accueilli les 200 000 premiers cas de Sinopharm, mais il va faire face à une opinion qui exprime une espèce de rejet face à ce vaccin. Maintenant, il y a des choses que l'on ne comprend pas. Le 6 avril, l'Ordre des médecins et l'Ordre des pharmaciens a doublé le vaccin lors d'une audience que leur a accordée le Premier ministre. Par contre, le 25 février, le comité scientifique émettait des réserves sur la fiabilité d'un vaccin qui était querellé, notamment AstraZeneca. Qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui Sinopharm est plus fiable que AstraZeneca, par exemple, et que les Camerounais n'ont aucune crainte à accéder à ce vaccin? AstraZeneca qui arrive au Cameroun le 17 avril, qui est attendu le 17 avril. Oui, justement, au Cameroun, on a reçu les premières doses de vaccin Sinopharm aujourd'hui, et donc dans une semaine, on aura le vaccin AstraZeneca. Et déjà, il faut le dire, comme la Covid-19 est une nouvelle maladie, on la découvre au jour le jour. Et heureusement, au Cameroun, on a un comité scientifique qui travaille d'arrache-pied de façon à mettre à jour les évidences pour l'usage du public. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec le vaccin AstraZeneca? On a observé des phénomènes de thrombose, surtout chez des personnes âgées de plus de 55 ans. Mais on s'est rendu compte que c'est un phénomène très rare, très peu de risques pour qu'elle arrive, et le risque a été estimé à moins de 0,01%. Donc c'est des cas très rares. Alors ça, c'est des études faites ailleurs. C'est des études faites dans les pays occidentaux. Dans les pays occidentaux, c'est pas forcément la même chose ici. Vous savez très bien que le vaccin AstraZeneca a été refusé en Afrique du Sud parce qu'il ne correspond pas à la souche sud-africaine. Or, ces vaccins sont conçus justement pour répondre à des souches bien précises. Alors, que se passe-t-il si vous êtes vacciné contre telle souche et vous êtes attaqué par un autre variant? Justement, là, Lucrèce, vous nous ramenez sur la problématique des variants qui est plus un problème virologique. Mais là, avec le président, on parlait plus des effets secondaires. Si on veut aussi parler un peu des effets secondaires du vaccin AstraZeneca, autre effet secondaire qui est un peu peut-être différent de ce qu'on a pu citer, on a aussi vu un peu des problèmes d'inconfort ou bien des problèmes de fatigue avec ce vaccin, mais qui sont à des taux de moins de 5%, y compris aussi avec le vaccin Sinopharm. Et c'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de produit conventionnel qui n'a pas un minimum d'effets secondaires, mais il faudrait que l'effet secondaire soit tolérable. Alors, il y a un seuil de tolérabilité qui permet que le risque-bénéfice soit grandement en faveur du bénéfice. Et donc, parlons donc maintenant les nouvelles variantes et l'inefficacité du vaccin sud-africain. Justement, la Africa CDC a donné une position claire pour l'Union africaine par rapport à ce vaccin. Et la position prend en compte le fait que pour les pays qui ont une grande circulation de la variante sud-africaine de la COVID-19, dont la N501YV2, c'est une variante qui résiste fortement au vaccin AstraZeneca. Pour les pays qui ont une forte circulation de ce virus, il est moins recommandé d'utiliser ce vaccin. Ça, c'est ce que l'Union africaine dit, mais qu'est-ce qu'on dit au Cameroun? Est-ce qu'il y a une étude qui a été réalisée au Cameroun et qui nous situe sur le type de vaccin que nous pouvons utiliser dans notre pays? Aujourd'hui, nous avons reçu le vaccin chinois Sinopharm. Le 17 avril, nous recevrons le vaccin AstraZeneca. Mais est-ce que, à la base, il y a eu une étude qui nous situe clairement sur le type de vaccin que nous Avec pouvons votre utiliser? permission, pour prolonger votre question, Lucrèce, toutes les réserves qui ont été émises l'ont été faites après que dans chacun des pays, il y ait des études qui ont été faites. Parce que AstraZeneca, par exemple, est interdit au Danemark parce que les équipes, les scientifiques danois ont fait des études. Alors nous, ici, qu'est-ce qu'on dit? Oui, justement, nous ici, qu'est-ce qu'on dit au Cameroun? Au Cameroun, pour anticiper à cette problématique vaccinale, on a mis en place au niveau du MinSanté ce qu'on appelle la plateforme de surveillance génomique. C'est une plateforme qui permet de surveiller les différents variants qui rentrent au Cameroun ou même qui vont émerger à l'intérieur du Cameroun. N'oublions pas qu'il n'y a pas que les variants qui peuvent être importés, mais on peut aussi avoir des variants à l'intérieur du Cameroun. Et cela s'explique facilement.
plus on aura des Camerounais qui vont faire des infections à coronavirus avec une longue durée d'infection, plus on aura la chance que le virus à l'intérieur de ces personnes fasse des sélections clonales et donc fait émerger de nouvelles variantes chez nous. Et donc on a pris en compte cet aspect et avant fin décembre 2020, on a fait un séquençage d'un certain nombre d'échantillons de Covid-19 et on s'est rendu compte qu'au Cameroun, on avait encore la souche originale du virus qui circulait, donc qui n'a pas un effet sur l'efficacité des vaccins actuels. Mais depuis décembre, ça veut dire janvier jusqu'à mars, on a continué avec la surveillance dans les différents laboratoires et on se rend donc compte qu'on a déjà vu quelques variants sud-africains au Cameroun et aussi quelques variants de la souche britannique. Mais pour l'instant, les taux sont encore extrêmement faibles, vu que le séquençage n'a pas déjà été fait à très large échelle. Donc, on ne peut pas déjà dire si ce vaccin sera inefficace ou pas. Mais au moins, ce qu'on sait, c'est que pour qu'un vaccin soit utilisé en situation d'urgence, il faudrait qu'il ait au minimum 50% d'efficacité. Et pour l'instant, nous sommes certains que les variants étrangers dans notre contexte sont certainement à des taux très faibles. Et donc, l'usage des vaccins qu'on a mis sur le marché camerounais actuellement serait certainement efficace. Mais qu'à cela ne tienne, nous continuons à suivre et on fera des mises à jour s'il y a des changements. C'est noté, on va revenir à vous dans quelques instants. On a posé une question aux journalistes cette semaine, la question de savoir s'il faut vacciner tout le monde. Réponse dans la rubrique édito. Le paludisme décide des décennies. Les laboratoires occidentaux ont préféré fabriquer des produits qui soignent le paludisme plutôt que de refaire des recherches pour protéger le corps humain contre le paludisme. Il en est de même du VIH, où les antirétroviraux sont produits à grande quantité, alors qu'on aurait pu aussi rechercher le vaccin. Alors, les questions qu'on se pose, c'est la précipitation avec laquelle on a produit le vaccin contre le Covid-19. C'est cette précipitation-là qui inquiète. Il est quasiment impossible de ne pas accepter de vacciner les Camerounais. En tout cas, c'est une option qui est fortement encouragée par l'Ordre des pharmaciens et par l'Ordre des médecins du Cameroun et qui est aujourd'hui pratiquée également par la plupart des pays face au refus ou alors à la réticence des populations à respecter les mesures barrières. L'OMS et tout le monde semblent convenir aujourd'hui que la vaccination est peut-être le moyen le plus efficace. Le vaccin est une substance normale pour protéger l'individu, mais il n'est pas obligatoire. Ça veut dire qu'aucun gouvernement ne pourra obliger quelqu'un qui en a conscience à subir des informations diverses pour et contre ce vaccin. Personne ne peut l'obliger à l'inoculer, ni à ses enfants, ni à lui-même. Les discours dissonants qui sont aujourd'hui versés dans l'opinion publique méritent d'être recentrés, méritent d'être corrigés par une campagne de communication de la part des pouvoirs publics. Parce que jusque-là, au sein de l'opinion, malheureusement, beaucoup de gens continuent à penser que ce vaccin n'est pas bon, que ce vaccin entraînerait des effets indésirables. C'est peut-être vrai, mais en tout cas, tous les scientifiques s'accordent aujourd'hui que le vaccin est la voie la plus sûre aujourd'hui pour lutter contre la Covid-19 et donc nous devons tous accepter de nous vacciner. Merlin. Alors, docteur, le vaccin est volontaire, mais la pratique voudrait que l'on tienne compte des cas particuliers pouvant mettre autrui en danger. Des personnes non volontairement se vacciner, notamment les personnes les plus exposées, qu'en sera-t-il de ces populations-là qui sont dans les marchés et qui, pour certaines, sont porteurs du virus et le transmettent à longueur de journée? Oui, je crois que le ministre Santé a été clair là-dessus. On a reçu nos premières doses de vaccins et naturellement, sur une base logique, on donnerait d'abord priorité à ceux qui sont les plus exposés sur le terrain face au Covid-19 et il s'agit naturellement des personnels de santé. Et ça, je voulais vous le signaler aussi. Moi, personnellement, j'ai déjà été aussi infecté par la Covid-19. Heureusement, je n'ai pas eu une forme grave. Et c'est pour vous dire combien de fois nous sommes exposés. Et il est important déjà que pour mieux vous faire la charge, il faudrait que nous aussi, on soit pris en charge. En deuxième plan, on aura les personnes âgées, les plus de 55 ans, qui sont aussi vulnérables avec un système immunitaire déjà affaibli plus ou moins. Il serait important qu'on les protège aussi
en deuxième lieu. Et puis par la suite, naturellement, on a mis en place un plan de redéploiement de la stratégie vaccinale au Cameroun qui progressivement couvrirait toute la population. Mais déjà, nous voulons que pour ceux qui ont été ciblés comme prioritaires, qu'ils adhèrent à cette stratégie gouvernementale pour faciliter le contrôle de l'épidémie au Cameroun. Alors, docteur, je vais vous soumettre un petit exercice. 3 questions, vous répondez en quelques secondes. Première question, vous l'avez dit, le vaccin n'immunise pas contre toutes les souches du Covid-19. Alors, quel est l'apport de ce vaccin, de cette vaccination? Nous protéger contre quelques souches ou alors prévenir les formes graves? En quelques secondes. En quelques secondes, pour l'instant, nous savons qu'il y a un seul vaccin qui a déjà un risque d'inefficacité ou bien d'efficacité réduite selon les variantes. Les autres vaccins restent pleinement efficaces comme définis par le fabricant. Alors, lorsqu'on est vacciné, quelle est la durée de l'immunité? La durée de l'immunité actuellement est de 6 mois, c'est avéré. On verra avec les études au long terme si elle peut se prolonger un peu plus. En clair, on est appelé à se faire vacciner tous les 6 mois, tous les 8 mois, c'est cela? Non, en clair, plus on aura le temps d'étudier ce nouveau virus, plus on saura si l'immunité est à vie ou bien si l'immunité demande de faire un second dose après un temps. Merci, docteur. Madame, monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Merci, monsieur, d'être venu. La presse de la Seine, bonsoir.